Alors, on va avancer aujourd'hui donc sur l'équation de Schrödinger et son application à des cas simples. Donc on va voir des marges de potentiel, des puits de potentiel. On ne fera pas tout en détail, mais vous avez déjà commencé un TD, peut-être pour certains même bien avancé, un TD là-dessus. Je vous rappelle juste qu'on avait obtenu la dernière fois, on avait écrit le fameux théorème d'Ehrenfest qui nous dit que la variation la variation de la valeur moyenne, alors au sens habituel quantique, d'une grandeur physique quelconque, c'était en fait I sur H bar, valeur moyenne du commutateur du Hamiltonien avec cette grandeur-là. Alors en fait, quelqu'un m'a demandé pendant le cours pourquoi je dérivais. Quand on a démontré ça, ça prenait 2 lignes, vous vous rappelez, hein, il suffit juste de mettre la définition de la valeur moyenne, qui n'est rien d'autre donc, que psi à psi, hein, la valeur moyenne lorsqu'on est dans l'état psi. Et donc on dérive ça, et donc on dérive ce premier terme, puis ce deuxième. Et puis la dérivée par rapport au temps de psi, c'est h psi, enfin IH bar d sur dt de psi, c'est h psi. Juste en le mettant là, en 2 lignes, on tombe là-dessus. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne dérivais pas également A. Alors j'ai répondu que dans notre formalisme, A, l'observable est constante. Mais c'est vrai que de manière plus générale, on pourrait considérer aussi un opérateur ici qui lui-même dépend du temps. À ce moment-là, ce qu'on obtient, c'est ça plus la dérivée temporelle de A en valeur moyenne. Donc c'est juste le terme en plus. Je vous le dis juste comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dans notre cas, évidemment, on considérait des grandeurs physiques qui sont définies de manière générale, enfin indépendamment du temps. Et donc, on n'avait pas ce terme-là. Donc, on a écrit ça, et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on prend ici la variable, enfin la grandeur physique, donc l'opérateur x, on trouve que la dérivée par rapport au temps de x, eh bien, c'était P sur M, et c'est ça qui avait fini de justifier que ce qu'on a appelé P depuis le début, c'est bien la quantité de mouvement. Hein, on retrouve en moyenne ce comportement tout à fait classique où P égale MV, quoi. Et puis, on avait vu à la toute fin, en allant un petit peu vite, je vous encourage à essayer de reprendre les choses plus lentement pour vous-même, parce que j'ai un petit peu court-circuité des étapes à la fin. On a vu que lorsque le Hamiltonien du système est celui d'une particule libre, P2 sur 2m, mais plus une fonction de l'espace, donc homogène à une énergie, c'est-à-dire en fait un potentiel, qui lui va dépendre de x, enfin de l'espace de façon générale. Ce qu'on a vu, c'est que on a ça qui valait moins la moyenne de gradient de V. Et donc on retrouve, si on écrit que la force c'est moins gradient de V, classiquement vous avez l'habitude de ça, on retrouve la loi de Newton. Donc on retrouve pleinement le comportement classique sur les valeurs moyennes des opérateurs. Excusez-moi. Pardon. Une petite seconde. Bon. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter, avant de passer à l'étude spécifique, je peux effacer ça, à l'étude spécifique des marges de potentiel, des puits de potentiel, etc., je voudrais introduire une notion très importante qui est la notion de courant de probabilité. Alors, moi, dans mon décompte, j'ai un 5e. Pardon. Conservation locale de la probabilité.
En fait, on va même introduire la densité de courant de probabilité. Alors, je vous rappelle l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde. Donc on a vu, je ne reviens pas dessus, on va essayer d'aller assez vite. On a vu que, donc si vous avez la fonction d'onde, alors je vous rappelle que la fonction d'onde, enfin ce qu'on appelle fonction d'onde, c'est ce qui correspond à l'état de position, donc psi, qui est dans l'espace de Hilbert des états de position, qui n'est rien d'autre que L de 2R, donc l'espace des fonctions de carré sommable. On a vu pourquoi, on a expliqué tout ça en détail. Donc psi de R, c'est simplement l'action. Donc ça veut dire que c'est une fonction. Alors en fait, si je suis à 3 dimensions, c'est de R3 dans C, hein, bien sûr. Hein, c'est pas juste la variable x, c'est variable x, y, z. À chaque instant, on en a une. Donc je peux le noter comme ça, psi de t. Donc si j'applique le bras généralisé R à psi, j'obtiens justement psi de R et de t. C'est ce qui définit l'action du bras en question. Bien. Donc on a vu que ça, en fait, c'était la densité de probabilité de trouver la particule, ou le système, je vais dire la particule, mais toujours mettre des guillemets à particule parce que il ne faut pas se représenter une particule comme un objet ponctuel situé quelque part. Je pense qu'on l'a assez dit pour que ça ne pose plus de problème pour vous. Donc, densité de probabilité de trouver la particule en R si on mesure la position. Si on ne mesure pas la position, la particule est dans l'état psi. Simplement, si on mesure la position et qu'elle n'est pas dans un état à position bien définie, ce qui est toujours le cas, parce qu'il n'y en a pas strictement parlant, ça peut être presque bien défini, mais seulement presque. La particule n'étant pas dans un état à position bien définie, ça n'a aucun sens de parler de sa position. Elle n'est nulle part. Elle est dans un certain état qui est bien défini, il n'y a aucune ambiguïté. Son état, c'est la fonction psi de R et de T. Mais juste, il n'y a pas de position associée. Par contre, si je mesure la position, alors on a vu que ça, c'était précisément la densité de probabilité de trouver la particule au point R. C'est-à-dire d'obtenir le résultat de la mesure de la position qui est R. Ce résultat, alors c'est pareil, c'est une densité de probabilité parce qu'il n'y a pas une probabilité non nulle de se trouver en un point bien précis, mais densité de probabilité, ça veut dire que la probabilité d'être trouvé au point R, bon, à l'instant T bien sûr, fois dr, d3r si vous voulez, pardon, non, alors je vais le noter comme ça, la proba de trouver un résultat entre R et R plus dr, c'est justement psi de R t carré d3r. D'accord? C'est ça que ça veut dire, la densité. Évidemment, si vous autorisez une incertitude sur R 2 fois plus grande, la probabilité va être 2 fois plus grande de la trouver. Hein. Donc c'est proportionnel à ce d3r. Et donc ça s'appelle la densité de probabilité. Bon, c'est standard. Si vous avez vu les probabilités de façon un peu formelle en maths, vous avez une fonction P de x qui est la densité de probabilité, et ça vous donne une probabilité de trouver la variable entre x et x plus dx qui est P de x dx. Oui. Si, mais je l'appelle d3r pour dire c'est dx, dy, dz. Enfin, c'est un vecteur. Oui, moi si ça très bien. Ah bah si.
Oui, mais justement, en fait, la probabilité de la trouver, ça veut dire la probable à trouver entre x, y, z, enfin, dans le petit cube, ici, vous avez le point x, y, z, et ici, vous avez le point x plus dx, y plus dy, z plus dz. D'accord? Donc le x peut être entre x et x plus dx, le y entre y et y plus z. Donc ça veut dire que ça peut être dans ce cube-là qui a pour volume, si vous voulez, d tau égale dx, dy, dz. Donc ça, oui, c'est la densité de probabilité volumique, là, en l'occurrence. Bon, après, on va travailler à 1D, donc, mais strictement, c'est ça, oui. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ok, donc ça, c'est la densité de probabilité. Alors, comment... Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je mesure la position et je trouve tel résultat. Le problème, c'est que la position est toujours définie par rapport à quelque chose, bien sûr. Et donc, comment je fais en pratique pour mesurer la position d'une particule? Grosso modo, je la fais interagir avec un objet qui va révéler une position. Mais l'objet lui-même, mon instrument de mesure, comment il définit une position? Lui-même n'a pas de position bien définie en physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, l'interaction... Classiquement, mesurer la position d'une particule, c'est regarder où elle est. Bon, d'accord. Quantiquement, ça va être faire interagir le système avec un instrument de mesure qui, lui, est supposé fixé dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, si je mesure une particule... j'envoie un photon ou un électron ou ce que vous voulez sur un écran. Mesurer sa position, c'est regarder où il interagit. S'il arrive là, ah bah il est là. Ça ne veut pas dire qu'il était là. Hein, typiquement, quand vous faites une expérience d'interférence, vous avez, mettons que vous faites passer un électron à travers des trous de Young, d'accord? Vous allez avoir une figure d'interférence qui va être des raies comme ça. Enfin, d'accord, vous avez tous fait des expériences d'interférence avec des fendus, peut-être pas un photon, mais en tout cas avec des photons, mais c'est la même chose pour un photon. Vous avez des franges brillantes et des franges sombres, des endroits où ça n'arrivera jamais, des endroits où ça va arriver plus souvent. Si vous envoyez maintenant les photons un par un, vous avez en fait l'état du photon, c'est une superposition. Alors si je le fais à 1D, vous avez... voilà la probabilité, enfin bon, c'est censé être un peu régulier. Voilà en fait la fonction module de psi de x, si j'appelle cette dimension x, module de psi de x au carré, la voilà. Vous avez une densité de probabilité de trouver le photon à différents x si vous faites la mesure. Et faire la mesure, en l'occurrence, ça veut dire mettre l'écran et voir où ça interagit. Mais... Donc, une fois que vous trouvez le photon qui est arrivé là, ça ne veut pas dire qu'il était là. Il était dans cet état-là, et vous lui avez forcé à dire où il est, puisque vous avez mesuré la position, vous l'avez fait interagir avec un écran qui, lui, est positionné dans l'espace, et du coup, il a donné une réponse, c'est-à-dire que vous avez, dans la combinaison linéaire de toutes les positions possibles, eh bien, selon Copenhague, il a éliminé toutes les autres composantes que celles que vous avez trouvées. Et sinon, suivant l'interprétation, je dirais, standard de la physique quantique, qui n'est pas standard, hélas, mais qui est ce que dit la physique quantique, vous avez intriqué le système avec le photon, et donc vous avez une superposition d'états où le photon a été vu là, a été mesuré là, enfin, le photon est là et il a été vu là, plus le photon est là, il a été vu là, etc., etc. Bref. Je ne reviens pas trop en détail là-dessus, mais ça veut dire quand même que lorsque vous mesurez la position du photon, par exemple ici, et vous dites « il est là », ou en tout cas « maintenant il est là », je l'ai mesuré là, donc il est là, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous supposez que votre écran, lui, vous savez où il est, et donc,
si vous voyez une marque sur l'écran ici, eh bien, l'écran permet de définir la position, en tout cas la position actuelle maintenant, du photon. Mais si on prend un pas de recul, l'écran lui-même, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est là? Ça veut dire qu'il est actualisé là par d'autres choses autour. In fine, c'est toujours vous qui finissez par situer les objets, c'est-à-dire que vous le voyez là, vous définissez la notion même de position par rapport à vous-même, en fait. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un référentiel stable où vous dites, ici, ça a un sens. Mais vous voyez bien qu'il faut déjà avoir projeté un cadre classique qui vous permet de décrire le monde pour dire le photon a interagi ici. Ici, ça veut dire quoi? Il a interagi en fait avec un écran que je considère fixe. Alors certes, à l'échelle classique, un écran macroscopique, il y a un sens très clair à dire qu'il est localisé. En vrai, il ne l'est pas forcément. En tout cas, il a une distribution qui est certes extrêmement piquée, tellement piquée que pour nous, on peut faire comme s'il était localisé. Mais enfin, rappelez-vous bien quand même que lorsqu'on dit que les interactions entre les corps sont ponctuelles, vous pouvez avoir des interactions ponctuelles entre des corps, alors même que les corps n'ont pas de position. C'est un peu bizarre, mais si vous faites interagir deux particules, une qui est distribuée dans l'espace comme, enfin, je vais faire une qui est distribuée dans l'espace comme ça, puis une autre qui est distribuée dans l'espace comme ça, eh bien, elles peuvent interagir ici, elles peuvent interagir là, elles peuvent interagir partout où elles ne sont pas absentes absolument. Vous voyez donc, en fait, et du coup, cette interaction, cette interaction peut être ponctuelle, mais à ce moment-là, va sélectionner la composante de cette particule qui se trouvait là et la composante de cette particule qui se trouvait là. Et donc maintenant, elles se sont auto-localisées par leur interaction même au point où vous constatez l'interaction. Tout ça pour dire, bon, c'est une question vaste, évidemment, que je vous laisse méditer tranquillement, mais tout ça pour dire que cette densité de probabilité de trouver la particule en un endroit donné, si on fait la mesure, peut se réinterpréter aussi comme une densité de probabilité de présence de la particule. Alors, mais il y a un glissement sémantique, il y a un glissement conceptuel même, mais je vais quand même l'écrire. Densité de probabilité de présence alors, on emploie ce terme-là, mais c'est un petit peu dangereux parce que ça sous-entend que la particule est présente quelque part avec une certaine probabilité. En fait, il n'y a pas de probabilité en vrai. La particule, elle est dans un état qui est parfaitement bien défini. C'est l'état psi, correspondant à la fonction d'onde psi de R. Et justement, elle n'est pas quelque part. Donc il n'y a pas une certaine probabilité qu'elle soit quelque part. Il y a une certaine probabilité que si on la mesure, elle se révèle quelque part. C'est pas pareil, d'accord? Mais en pratique, lorsque vous avez, comme ici par exemple, deux particules qui interagissent, elles ont une certaine probabilité d'interagir là, ou là, ou là, ou là. Et c'est vrai que tout se passe comme si, en fait, elles étaient en partie présentes là, en partie présentes là, en partie présentes un peu partout. Donc, cette probabilité de se révéler quelque part si on fait une mesure de position peut être vue de façon un petit peu cavalière, mais en pratique, tout se passe comme si elles avaient en fait une certaine probabilité d'être à cet endroit-là. En fait, elles ont juste une certaine composante à cet endroit-là. Mais donc on peut réinterpréter ce psi de R et de T, qui strictement est une densité de proba de trouver tel résultat quand on fait une mesure de position, en densité de probabilité de présence. Et donc on dit d'ailleurs souvent que la fonction d'onde elle-même, c'est une amplitude de densité de probabilité de présence. Ça devient un petit peu compliqué, mais enfin ça a un sens, hein. Donc c'est l'amplitude
Alors, je pourrais mettre amplitude. Ouais, je sais pas. Je vais mettre le de densité. Donc, amplitude de probabilité de présence, on dit plus généralement ça. Hein, puisqu'il faut prendre son module. Ce n'est que l'amplitude. Les amplitudes s'ajoutent lorsque vous faites une expérience d'interférence. Typiquement, vous ajoutez les amplitudes, comme vous le faites avec, en physique classique, quand vous avez des ondes, vous additionnez les amplitudes. Et c'est parce que les amplitudes peuvent se compenser en un point donné que vous pouvez avoir des interférences destructives. Ou c'est parce que les amplitudes peuvent se renforcer que vous pouvez avoir des interférences constructives. Et puis toute la panoplie entre les deux. Donc c'est l'amplitude de densité de probabilité de présence, ou l'amplitude de probabilité de présence, et son module au carré donne la densité de probabilité de présence. Bien. Alors, ceci étant dit, je voudrais aller un petit pas plus loin et vous rappeler des petites choses sur la notion de localité en physique. Donc, quand on dit que la physique est locale, ça veut dire que, effectivement, en tout cas, ce qu'on constate, c'est des interactions qui ont lieu localement. Vous n'avez jamais une interaction à distance. Hein, vous savez, évidemment, par exemple, si vous pensez à la gravitation universelle, hein, donc mise au point par Newton, Newton était très embêté que la Terre, le Soleil puisse interagir avec la Terre à distance, comme ça. Hein, ou que la Terre agit sur la Lune par gravitation à distance. C'est évidemment un problème de se dire qu'on agit ailleurs, et c'est d'autant plus un problème depuis qu'on a découvert la relativité, puisque à distance, il n'y a pas de notion d'instantanéité, puisque ça dépend du référentiel, donc tout ça n'a aucun sens. Oui ? D'un niveau macroscopique, ils sont considérés comme bien localisés, la Terre. Oui, ils sont bien localisés, mais ils ne sont pas au même endroit. Comment peuvent-ils interagir l'un avec l'autre? Comment la Terre peut-elle savoir à quelle distance se trouve le Soleil pour savoir quelle force lui est appliquée? Alors évidemment, la physique a résolu ce problème en introduisant la notion de champ. Et donc, en réalité, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce n'est pas le Soleil qui attire la Terre à distance. Le Soleil crée un champ gravitationnel partout dans l'espace, y compris là où se trouve la Terre, et la Terre ne réagit pas à la présence du Soleil là où se trouve le Soleil. La Terre réagit à la présence là où elle se trouve, elle, d'un certain champ gravitationnel, certes créé par le Soleil, mais certes créé par le Soleil et par d'autres choses d'ailleurs. Donc, la Terre n'est pas attirée par le Soleil. La Terre voit sa trajectoire modifiée par la présence d'un champ gravitationnel créé par le Soleil. Mais donc, c'est bien une interaction locale. La Terre n'interagit pas avec le Soleil. La Terre interagit avec le champ gravitationnel là où elle se trouve. Hein. Donc, cette notion de localité est vraiment importante. Une non-localité poserait des problèmes colossaux et en fait insurmontables dans le cadre de la relativité, puisqu'encore une fois, la notion d'instantanéité à distance a tout simplement aucun sens. Bien. Donc cette notion de localité en physique est importante. Et oui. En fait, j'avais une question avec tous les exemples que vous avez déjà donnés. On n'a pas le problème de l'inégalité d'Heisenberg qui est dans tous les cas complètement faussé, qui fait qu'on a trouvé une position. Si on fixe une position, si on mesure une position, vous avez du coup une incertitude sur l'impulsion. Mais vous n'allez jamais violer l'inégalité de Heisenberg. Vous ne pouvez jamais prédire le résultat d'une position à mieux que h bar sur l'incertitude sur la quantité de mouvement. Ok, alors, oui, il y a un pas de plus dans la... Enfin non, c'est une autre façon peut-être de voir la notion de la localité. C'est que si vous avez un objet qui passe d'ici à là, il doit passer par des points intermédiaires. Vous ne pouvez pas vous retrouver d'un seul coup ailleurs. Oui ? Par une infinité de points, oui, puisqu'il y a une infinité de points. En tout cas, si l'espace est effectivement... Enfin, si on peut parler de points, il y a une infinité de points, oui. Donc, le fait que
vous passiez d'un endroit à un autre de façon continue, conduit en physique, vous l'avez déjà vu 1000 fois, j'en suis sûr, à l'équation de continuité. Vous connaissez tous l'équation de continuité, par exemple pour la matière ou pour la charge. Une autre façon de parler de continuité, c'est de dire que si vous considérez, je ne sais pas, par exemple, la masse à l'intérieur d'un certain volume, la masse à l'intérieur du volume, dm sur dt, ne peut varier que s'il y a de la masse qui rentre ou qui sort. S'il n'y a rien qui rentre ou qui sort par la surface qui enserre le volume dont vous parlez, la masse à l'intérieur ne peut pas changer. La masse peut changer si quelque chose rentre ou sort, ou les deux. Et donc vous écrivez la variation de la masse à l'intérieur d'un certain volume comme, en fait, la somme à travers la surface de tout ce qui est rentré. Et tout ce qui est rentré, vous avez un vecteur densité de courant et vous regardez le flux de ce vecteur densité de courant à travers la surface, et ça, c'est tout ce qui est rentré. Alors, si vous écrivez donc le ds, l'élément de surface, vous pouvez l'orienter vers l'extérieur, je vais l'appeler sortant ici, ou vers l'intérieur. Si je mets sortant ici, il faut que je mette un signe moins là, d'accord? La variation de la masse à l'intérieur d'un certain volume, c'est égal à moins ce qui est sorti. D'accord? Alors ça, vous pouvez aussi le réécrire somme triple de ρ des taux sur tout le volume, où ρ est la densité de matière. D'accord? Et si vous vous souvenez du théorème de Green-Ostrogradsky, là, vous savez que ça, là, c'est égal à la somme triple de la divergence de J sur le volume. D'accord? Donc ça, c'est... Bon, je vais l'écrire là. Donc ça, c'est moins somme triple sur tout le volume, pardon, de divergence de J des taux. Je pense que vous avez vu ça en électromagnétisme et dans plein de circonstances. Hein. C'est une propriété, peu importe la quantité que j'ai mis dedans, ici. Ça marche pour la masse avec la densité de masse, ça marche pour la charge totale. Si j'écris D, la charge électrique totale, ça va être moins la somme du courant du vecteur densité de courant électrique scalaire ds. Hein, ça vous donne le courant électrique qui rentre dans la surface. Bref. Etc. Et à ce moment-là, Q, ce sera la somme, non pas de ρ densité de masse, mais de ρ densité et de charge électrique. Dans tous les cas, vous avez une équation comme ceci, qui exprime donc la continuité de la grandeur physique, de toutes les grandeurs physiques dans l'espace. Si quelque chose varie à l'intérieur d'un volume, c'est parce que c'est rentré par les bords ou sorti par les bords. Donc ce bilan de matière, de charge électrique, de ce que vous voulez, d'énergie, ce bilan va s'écrire, donc maintenant si vous mettez tout là, ça fait somme triple de V de... pardon, il y a un D sur dt là, ah, bien sûr. Alors, si je le mets à l'intérieur, ça me fait un d ρ sur dt. Je le mets de l'autre côté, ça fait plus div de J fois des taux égale 0. Voilà le bilan de n'importe quelle grandeur physique qui vérifie une relation de continuité, qui fait qu'elle ne peut pas varier quelque part sans que ça soit apporté par la frontière. Et donc ceci doit être vrai quel que soit le volume, bien sûr. La continuité, elle est valable quel que soit le volume, et par conséquent, ceci égale 0. Donc vous avez l'équation de continuité, d ρ sur dt, plus div de J égale 0, où ρ, c'est la densité volumique de quelque chose, et J, c'est le vecteur densité de courant de la même chose. OK? Bon, ça, je pense que vous l'avez vu 20 fois. Si vous ne l'avez pas bien intégré, c'est l'occasion. C'est tout simple, c'est vraiment juste, vous exprimez la continuité. Alors, il y a une façon de l'établir
localement, hein, c'est peut-être comme ça que vous l'avez établi la première fois. Hein, vous pouvez faire le bilan de ce qui rentre et ce qui sort, et vous l'avez dans un petit volume des x, des y, des z, et vous écrivez. Vous voyez qu'effectivement, la continuité vous dit ça aussi. Enfin, c'est la même façon, c'est une façon locale de voir la même chose. En tout cas, voici l'équation de continuité, c'est-à-dire l'équation de conservation locale de la grandeur associée à la densité que vous considérez ici. Ça marche pour l'énergie, ça marche pour la charge électrique, ça marche pour la quantité de matière, ça marche pour tout ce que vous voulez. La question que je voudrais poser maintenant, c'est est-ce que ça marche aussi pour la densité de probabilité? Est-ce que si on met ρ ici, si on prend pour ρ ici la densité de probabilité de présence ou densité de probabilité de trouver tel résultat si on fait une mesure de la position, c'est-à-dire psi de r et de t, mais c'est vrai à chaque instant. Enfin oui, non, pardon, dérivé par rapport au temps, oui. Psi de r et de t module au carré, est-ce que j'ai une équation comme ça qui traduirait la continuité de la présence des particules, la densité de probabilité de présence des particules en un point donné? Donc c'est une question importante. Est-ce que ceci est vrai aussi pour le ρ qu'on a considéré jusqu'à présent? C'est-à-dire, existe-t-il un vecteur J tel qu'on est ça? Et la réponse est oui, et nous allons déterminer ce vecteur J. Et la réponse est oui, de façon très profonde, c'est inclus dans l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire, c'est inclus dans le formalisme de la physique quantique, quel que soit le H que vous considérez, quel que soit le système, quel que soit son mode d'interaction. De toute façon, tout système a un certain opérateur d'évolution, U, qui est unitaire, c'est la base de la physique quantique. Du coup, on en a déduit qu'il existait un opérateur H, générateur de l'évolution, justement. Quelle que soit la forme de H, on va voir qu'il existe un vecteur densité de courant de probabilité de présence, si vous voulez, qui permet de vérifier ceci de façon complètement générale, et on va l'écrire, donc voilà, c'est joli. La physique est bien continue. Disons, non seulement il n'y a pas de conflit entre la physique quantique et la continuité, mais la continuité est incluse automatiquement dans le formalisme quantique tel qu'on l'a présenté. Alors, allons-y. Alors, donc, petit c, densité de courant de probabilité. Bon, donc je voudrais en fait savoir si je fais ça, là. En fait, je vais l'écrire comme ça. Existe-t-il J tel que d ρ sur dt, avec ρ au module de psi carré, plus diff de J égale 0? Et donc, la réponse est oui. Et pour le montrer, je vais simplement calculer ça. D'accord ? Et puis, on va voir que c'est égal à quelque chose dont on reconnaîtra que c'est en fait la divergence d'un certain vecteur, qui sera le vecteur densité de courant. Alors, calculons, tout simplement. Calculons, allez. Calculons d de module de psi au carré sur dt. Alors ça, c'est donc d de psi psi étoile sur dt. C'est donc d psi sur dt fois psi étoile plus psi fois d de psi étoile sur dt. D'accord? Mais d de psi sur dt, enfin IH bar d sur dt, c'est h fois psi. Hein, je me mets en représentation R. Et donc, ça, c'est h. C'est donc h psi sur IH bar, d'accord? Fois psi étoile, plus, alors, je vais écrire là, donc j'ai IH bar
d psi sur dt qui vaut h psi. J'ai donc moins i h bar d psi étoile sur dt qui vaut h psi étoile. H est thermicien, hein, d'accord? Donc je passe juste au conjugué et h reste lui-même. Oui, donc plus, il me manque cette partie-là, donc plus psi h psi étoile sur IH bar. Donc vous voyez, il n'y a aucune difficulté, c'est voilà. Et maintenant, je me mets... donc je suis en représentation R, déjà implicite depuis le début, hein, parce que j'écris la fonction d'onde, et j'ai... j'aurais pu ici, pour l'instant, laisser... J'aurais pu laisser psi psi au lieu de psi étoile carré, et h psi, écrire h psi proprement comme ça, si vous voulez, faites-le. Mais maintenant, je me mets en représentation R, c'est-à-dire que je vais écrire que H, c'est P2 sur 2M plus V, d'accord? Plus un certain potentiel qui dépend de la position, enfin de R, je vais mettre à 3D. Et donc, en représentation R, c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais laissé en version bracket ici, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je vais le refaire bien à partir d'ici. Donc, j'ai donc d de module de psi au carré sur dt qui vaut, alors je reprends là, donc ça, en représentation R, c'est-à-dire si j'écris x h psi, voilà, je vais le faire proprement là, donc ça me fait x p2 sur 2m psi plus x, je vais mettre R même. Représentation, position. Donc on a dit V de R psi. Et donc ça, vous vous rappelez, en représentation R, ça c'est I D2, enfin P, j'arrive, hein, c'est moins IH bar nabla. D'accord? À une dimension, c'est d sur dx, etc. Oui? Il manque un moins? Ah oui, ici, merci. Oui, merci. Du coup, je vais le mettre là, du coup. Ouais, merci bien. D'accord, c'est moins i h bar gradient ici. Donc, au carré, P2 sur 2m. Ça va être donc moins h bar carré sur 2m, nabla appliqué à nabla, c'est-à-dire laplacien. Ok? Vous avez tous vu ça. Hein? Bien. Donc ça fait effectivement... Bon, enfin voilà. Ok. Du coup, je le mets là directement. Ça fait... alors, j'en suis là. Alors, j'ai h psi. Donc, h psi... je vais mettre tout sur 1 sur IH bar, ok. Facteur de, alors, H psi fois psi étoile. Donc, H psi, c'est lui, moins H bar carré sur 2m, delta psi fois psi étoile, plus V. Alors ça, bien sûr, ça va simplement donner V de R fois psi de R. D'accord, hein? V de R appliqué, enfin le bras R fois V de R, ça fait, ça fait V de R lui-même, d'accord? Donc, plus V de R fois psi étoile. Ça, c'est le premier terme, ici. Et maintenant, je vais faire moins le deuxième terme. Donc, moins. Alors, cette fois, c'est psi. Et c'est H appliqué à psi étoile. Alors, H appliqué à psi étoile, bah, c'est le même opérateur. Donc, moins H bar carré sur 2m delta psi étoile. Et donc, c'était psi fois H, ça, voilà. Plus psi fois V de R. V de R. Et cette fois, c'est psi étoile psi, mais évidemment, ça va s'éliminer ici.
C'est la beauté de la chose. Voilà, donc ce terme-là, il y a un signe moins ici. Hein, donc ce terme-là élimine celui-là. Et donc vous voyez que ce qu'on va trouver là est totalement indépendant du potentiel. C'est pour ça que c'est totalement général. Quel que soit le potentiel, donc quelle que soit la situation physique en fait, ça va donner le même résultat. Quel résultat? Bah, celui-ci, on l'a maintenant. Donc il y a un h bar carré là en haut. Enfin, je sors le moins h bar carré sur 2m si vous voulez. Et donc il va rester h bar. Alors il va rester moins h bar sur i sur 2mi. Et moins 1 sur i, c'est plus i. Donc ça fait i h bar sur 2m. Facteur 2 psi étoile delta psi moins psi delta psi étoile. Magnifique. Presque magnifique. Alors, je ne me suis pas trompé sur un signe là, c'est bon? Sur un carré en trop. Un carré en trop? Ouais, c'était plus. Où ça? Calculons petit carré sur θ. Ah oui, oui. Merci. Ok. Bah, c'est bien ça. Ok. Alors, maintenant, il suffit de reconnaître... Alors, je suis embêté parce que... Oui, c'est ça, j'ai un petit problème de signe, là. Oui? Bah, si je fais le conjugué de ça... Le conjugué de ça, c'est ça? Le i devient moins i, le psi devient moins psi, psi étoile. Et puis h devient h croix, mais c'est-à-dire h, et psi devient psi étoile. Et psi étoile, c'est pas. Du coup, on peut juste dire psi étoile égale phi, et dans ce cas-là, j'applique. Je vois pas pourquoi il y a un moins psi étoile ici. Ah non, mais psi étoile, c'est pas égal à psi. Non, non, mais psi étoile, c'est un. On va pas faire des comme ça. Si on lui applique l'hamiltonien, ça va être juste i h bar fois la dérivée de ce vecteur. Ah! Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins. Oui, alors, non. Mais non, c'est parce que, ouais, j'aurais dû l'écrire comme ça. C'est-à-dire, l'opérateur hamiltonien, c'est lorsque vous l'appliquez à un état, à un état du système qu'il donne IH bar d sur dt. Si vous l'appliquez à psi étoile, c'est pas comme si vous l'appliquiez à psi. Si vous voulez le psi étoile, regardez, prenez une fonction propre de h, d'accord? H psi égale e psi. D'accord. On a vu que ça, en fait, donc ça veut dire que psi de t, c'est psi de 0 fois e puissance moins i e t sur h bar, psi de 0, d'accord? Si vous prenez psi étoile maintenant, psi de t étoile, bah ça va vous donner e puissance plus i e t sur h bar, psi de 0. Psi 0 étoile. Si maintenant vous dérivez ça par rapport au temps, il va sortir e sur i e sur h bar et pas moins i e sur h bar comme ici. D'accord? Donc, oui. En fait, pardon. Oui, non, si c'est ça. Non. C'est la fonction complexe conjuguée. Non, ça reste un quête. C'est pas le bras. Enfin,
Ça, c'est un brin, c'est une forme linéaire. Ça, c'est un vecteur. C'est le vecteur conjugué. Ça éclaire un peu, pas totalement, j'ai l'impression, si. Ouais. Bon, continuons, on peut en reparler après offline, si vous voulez. Ok. Alors, par contre, oui, j'ai quand même un problème de signe moins. Sur IH bar. Ah ben non, oui, oui. Bah si, c'est ça. Vous voyez une erreur de signe quelque part? C'est peut-être sur ma feuille que je me suis planté, hein, soit dit en passant, mais je pense pas quand même. Ah non, non, mais c'est ça, non, c'est ça. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Donc, maintenant, je veux montrer que ça, c'est la divergence d'un truc. Alors, soit ça vous saute aux yeux, soit ça vous saute pas aux yeux. Alors, je vais vous donner le J en question, et puis on va calculer sa divergence, et on va voir que ça donne bien ça. Alors, donc le J en question, le voici. Soit J égale IH bar sur 2M de psi nabla psi étoile moins psi étoile nabla psi. Je vais l'encadrer parce que ça va être ça la bonne réponse, donc voilà. On va juste calculer la divergence de ça et on va voir que ça donne bien ce qu'il faut. Alors, div de J, donc c'est nabla scalaire J, hein, ou nabla, oui. Ah oui, oui, c'est en facteur de tout, bien sûr, merci. Voilà. Donc l'opérateur nabla en cartésienne d sur dx, d sur dy, d sur dz, scalaire J, ça va donner la divergence. Et donc ça, alors si on l'applique ici, ça fait, bah, allons-y, on a un IH bar sur 2M, et donc en fait, ici, donc ça c'est l'opérateur dérivation, donc si je fais nabla scalaire ce truc-là, ça va être nabla scalaire, nabla de lui fois lui, plus lui, nabla de lui. D'accord? C'est la règle de Leibniz. Donc en fait, allons-y, ça me fait nabla psi. Donc là d'abord je dérive lui, je ne touche pas à lui. Donc ça me fait nabla de lui, scalaire nabla de l'autre. Je suis sur le premier terme. Plus psi, nabla scalaire nabla de psi étoile, c'est-à-dire delta psi étoile. Moins, maintenant je m'occupe de lui, donc j'ai nabla, donc j'ai une dérivation d'un produit, donc d'abord je dérive le premier et je ne touche pas à l'autre, donc moins nabla psi étoile scalaire nabla psi, je vais mettre le moins là en facteur, plus, maintenant je ne touche pas à lui et je dérive lui, donc plus psi étoile delta psi. Voilà. Eh bien, vous voyez que ce terme-là et celui-là s'en vont, et il me reste ce qu'il me faut. Alors, il me reste, donc j'ai psi étoile delta. Alors, il y a un signe moins ici, donc je trouve exactement moins ça. C'est pour ça que j'ai cru que j'avais une erreur de signe, mais en fait, c'est bon. Donc, je trouve exactement moins ça, c'est-à-dire moins D2 de psi de R et de T sur dt, autrement dit, d rho sur dt plus div de J égale 0, si rho égale module de psi de R et de T au carré. Et J égale ça.
OK? Donc on a trouvé l'équation de continuité, et vous voyez que je n'ai fait strictement aucune hypothèse sur le hamiltonien. Ceci est toujours vrai, ce sera toujours vrai, ça ne peut pas être faux. Enfin, la seule chose qu'on a écrite, c'est donc IH bar d sur dt appliqué à la fonction d'onde CH psi. Donc ça, c'est vraiment le résultat du formalisme de la physique quantique. Et l'autre chose que j'ai écrite quand même, effectivement, c'est H égale P2 sur 2M plus V. Et vous voyez comme c'est intéressant. Parce que, d'abord, ça veut dire que c'est totalement indépendant de V. On l'a vu sortir le V. Hein. Lui, c'est celui qui permute, là, donc dans un sens. Enfin, quand on a un truc moins l'autre, ça fait 0. Bon. Mais par contre, il y a ça qui est crucial. Il y a ce terme d'ordre 2 là, qui nous fait le Laplacien, qui est bien la divergence de ce machin. On vient de le vérifier. Et donc, c'est parce que le terme cinétique, le terme 1,5 de MV2, le P2 sur 2M ici, a cette forme-là, qu'on a cette conservation-là. Donc il y a quand même une hypothèse, c'est que le hamiltonien d'une particule libre, c'est bien P2 sur 2M. Alors, on le sait classiquement, mais enfin... rien ne garantissait qu'on allait avoir ça, mais vous voyez que cette forme-là, alors je l'ai justifié ça en disant que ça ressemblait à ce qu'on avait en classique, juste on remplaçait la grandeur physique P par l'opérateur correspondant, ok, et on a vérifié que ça donnait bien les lois de Newton, ce que je vous ai rappelé au tout début de ce cours-là, d'accord. Mais vous voyez que c'est quand même, en tout cas, c'est ça qui garantit la continuité de la densité de probabilité de présence. Ce qui est joli en soi. Oui. Le problème, c'est qu'on sait une autre manière d'augmenter la H avec la partie relativiste. Est-ce qu'elle va aussi garantir... Oui. Ouais. Avec un... Oui, ça garantit aussi... Ça reste vrai en relativité. Et on pourra trouver un moyen de trouver toutes les solutions de ce type-là ou... Oui, alors après, la question, c'est quelle est la forme de H? On peut imposer, donc si on fixe rien sur H, je vous ai dit la dernière fois que P2 sur 2M, c'était assez naturel parce que d'abord, il faut que ce soit invariant par translation dans invariant par rotation, par translation dans l'espace, etc. Donc les symétries de l'espace imposent que ça doit dépendre que du module de P au carré, ça ne doit pas dépendre de X pour une particule libre. Donc, ce terme-là était le plus simple en quelque sorte. Si on impose en plus que ça doit garantir une localité, ça restreint encore les possibilités pour H. En réalité, ce qu'on fait en physique quantique aujourd'hui, c'est qu'on aborde la physique quantique via la théorie quantique des champs, donc un peu plus élargie que ça, mais on ne va pas faire ça là. Et on fixe en fait des symétries générales sur le Lagrangien associé au hamiltonien. Si vous avez fait de la physique lagrangienne ou hamiltonienne, je pense que c'est le cas. Vous savez le lien entre le hamiltonien et le lagrangien. Et donc, c'est en fixant des symétries générales au lagrangien qu'on déduit le hamiltonien de la physique. Maintenant, d'où viennent ces symétries? Là, c'est comme ça, on les constate, mais bon. Ok, donc, je voudrais avancer un petit peu. Alors, oui, je voudrais rajouter un petit D ici. Continuité de la fonction d'onde. Donc, continuité de la fonction d'onde. Donc, en vertu de ce qu'on vient de dire, la densité de probabilité de présence, donc le module de psi au carré, garantit une continuité de la physique. Et ce qu'on peut dire ici, donc compte tenu de ce qu'on vient de dire, psi de R et de T doit être continu dans l'espace et dans le temps aussi. Ça, on l'a déjà dit depuis longtemps que psi évoluait continuellement dans le temps. C'est ça qui nous a permis d'écrire. Vous vous rappelez que pour une petite variation dt, U, c'était l'identité
moins i h sur h bar dt. On avait écrit au premier ordre. Donc la continuité dans le temps de la fonction d'onde, on l'avait déjà depuis longtemps. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une continuité dans l'espace. La fonction ne peut pas passer d'un truc à un... Enfin, ne peut pas être discontinue dans l'espace. Bien. Et non seulement psi doit... Je vais effacer ça. Non seulement psi est continu dans l'espace, mais la dérivée de psi aussi est continue dans l'espace, puisque sa dérivée apparaît ici. Vous n'avez pas de courant de probabilité si vous n'avez pas... si vous ne pouvez pas définir la divergence de psi. Donc, les dérivés... pardon, le gradient de psi, excusez-moi. Si vous, le gradient de psi doit être continu lui aussi. Donc ça, ce sont des conditions très générales qu'on va devoir imposer aux fonctions d'onde lorsqu'on va résoudre l'équation de Schrödinger, ce qu'on va faire tout de suite après dans des cas particuliers. Ouais. Mais on ne doit pas en même temps être deux fois continu, je veux dire aussi on doit avoir un Laplacien, non? C'est la fonction parce qu'on a une Laplacien, on calcule. On a psi Laplacien psi étoile, psi étoile. Oui, mais ça pourrait être, le Laplacien pourrait être continu par morceau. C'est-à-dire, il pourrait être discontinu sur un point particulier. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va devoir imposer. Alors, il y a une toute petite exception, c'est... Lorsque... Si la fonction d'onde est strictement nulle, sur un certain intervalle, alors en fait vous pouvez avoir une discontinuité de psi. Voilà, psi pourrait faire un truc. Enfin, pardon, vous ne pouvez pas avoir une discontinuité de psi, mais vous pouvez avoir une discontinuité de la dérivée de psi, c'est-à-dire strictement 0 et ici une pente. Alors, de toute façon, des choses strictement nulles quelque part, ou c'est toujours des idéalisations, mais on sera amené, peut-être vous avez déjà commencé, certains d'entre vous, en TD, le puits de potentiel infini. Non, vous ne l'avez pas encore vu, le puits de potentiel infini? Si? Oui? Non? Fini? Dans le cas du puits de potentiel infini, en fait, dans la région où le potentiel est infini, la fonction d'onde est strictement nulle, et du coup, en fait, vous pouvez avoir une continuité de ça. Si ça est strictement nul, vous pouvez violer la continuité de la dérivée de psi, mais c'est artificiel. C'est parce que vous avez imposé, par exemple, un potentiel infini, ce qui garantit que psi est strictement 0, et donc à ce moment-là, ça se manifeste par une discontinuité de psi prime, de la dérivée de psi, pas de psi, psi est continu, mais vous pouvez avoir une discontinuité de psi prime. Mais bon, on y reviendra quand on verra ça, c'est juste, je vous le dis, physiquement, on le voit, psi est continu, psi prime est continu. Maintenant, si vous imposez des trucs infinis dans le processus, enfin dans la modélisation du système, alors vous pouvez de temps en temps violer, donc si machin, psi... d psi sur dx peut être discontinu à l'endroit où justement on sort de 0, là. Enfin à la frontière, je vais mettre ça comme ça, et à la frontière de cet intervalle. Bon, c'est juste une remarque comme ça, c'est une particularité mathématique. Ok, alors... Ouais. Mais on a dit qu'il existe, mais on compte que tu continues quand on veut et que ça conserve. Ça va pas le faire conserver.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on a introduit ici, on a voulu démontrer que la probabilité se conserve. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on impose que ce soit des continuités dérivables une fois. Bah, pour pouvoir définir J, il faut que ce soit continu. Si on veut que J soit continu aussi. Ouais, ouais. Bon, alors, dernier petit point avant de passer à des résolutions explicites. Cas du nom de plane. Alors, le cas du nom de plane, alors ce qu'on appelle onde plane, c'est un peu un abus de langage, mais on va voir dans un instant pourquoi on l'appelle onde plane, justement. Mais donc, vous savez que essentiellement, c'est les solutions de type quête généralisée P, hein, c'est-à-dire telles que si vous faites P scalaire, R appliqué à P, ça correspond à la fonction généralisée que j'avais notée oméga P, vous vous rappelez, hein, qui à R associe, alors je l'avais fait à 1D, c'est l'occasion de le faire à 3D, tiens, à R associe donc E puissance moins I, alors plus, j'avais fait une erreur l'autre fois sur H bar, et alors la normalisation, si on est à 3D, c'est simplement 2pi H bar cube ici, racine de 2pi H bar cube au lieu de 2pi H bar. Je l'avais écrit Px sur H bar avec juste un H bar ici. À 3D, c'est exactement pareil. D'accord, c'est juste le produit de la chose sur X, sur Y, sur Z. Oui. Oui, tout ça, pardon, tout ça puissance. Enfin, oui, le cube est en facteur, pardon, en facteur de tout. Merci. 3, bien sûr. C'est le produit des fonctions pour X, pour Y, pour Z. D'accord? Bien. Alors. Donc ça égale ça. Bah, je vais le réécrire là. Ok, alors dans ce cas-là, calculons le courant de probabilité. Alors d'abord, comme vous le savez, la densité de probabilité ici, module de psi, donc ça ce serait le oméga p de R là. Module de psi, enfin oméga p, je continue à le noter oméga p. Évidemment, ça c'est égal à 1 sur 2pi h bar cube. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une vraie fonction d'onde, puisque ça, si je l'intègre de moins l'infini à plus l'infini, évidemment, une constante, ça va faire l'infini. Donc, ce n'est pas une vraie fonction, mais vous savez qu'on peut l'approcher d'aussi près qu'on veut. Donc, néanmoins, voilà ce que serait sa densité de probabilité. Vous voyez qu'elle est la même partout. Hein, c'est en ce sens que là, vous avez une valeur de P bien définie, P vaut, enfin, ce P-là, et du coup, vous avez une incertitude absolue sur la position. Vous avez exactement la même probabilité de la trouver absolument partout. Tellement que du coup, ça diverge et que ce n'est pas vraiment vrai. Mais enfin, voilà. Si vous approchez cette fonction-là de très près, vous allez obtenir une densité de probabilité qui est quasi uniforme partout dans l'espace. Bien. Alors, calculons maintenant le vecteur densité de courant de probabilité associé à cette onde-là. Bah, j'ai l'écriture là-haut, je l'ai encore. Je vais peut-être allumer la lumière d'ailleurs. Hop. Donc J égale, alors IH bar sur 2M. Donc psi, grade de psi étoile. Alors psi, c'est ça, fois grade de psi étoile. Donc je vais avoir un 1 sur 2pi h bar puissance 3,5 fois à nouveau de pi h puissance 3,5. Donc j'ai E puissance IP scalaire R. Allez, si je vais le faire en détail. IP scalaire R sur H bar. Ça, c'est le premier terme là. Enfin, c'est le psi fois gradient de psi étoile
Alors, psi étoile, oméga p étoile de R, c'est 1 sur 2 pi h bar puissance 3,5 e puissance moins ip scalaire R. Vous êtes bien dissipé aujourd'hui, non? Ou c'est moi? Non, moi je ne suis pas dissipé, mais je veux dire, est-ce que c'est moi qui suramplifie vos... Vous savez que des fois ça ne marche pas le micro, bizarrement, et du coup on entend tout ce que vous dites vachement plus fort que ce que je dis moi. C'est embêtant quand même. Bien, alors voici oméga prime, voilà. Donc si je prends le gradient de ça, prendre le gradient de ça, c'est donc dérivé par rapport à R, c'est multiplié par moins ip sur h bar. D'accord? Donc fois moins ip sur h bar euh, 1 sur 2 pi h bar puissance 3,5 e puissance moins ip scalaire R sur h bar. Ça, c'est le premier terme. Et puis moins le complexe conjugué. D'accord? Soit dit en passant, ce J là, quand vous avez I fois un truc moins son complexe conjugué, c'est 2 fois la partie réelle. Un truc moins son complexe conjugué, ça donne la partie imaginaire, mais fois I. Je me trompe ou? Un truc moins son... Ah oui, non, pardon, 2 fois... Un truc moins son complexe... Non, un truc. Ça, moins ça, oui, ça fait 2 fois la partie... Ça fait I fois la partie... 2 fois I fois la partie imaginaire, fois I, oui, d'accord. Donc c'est bien réel, mais c'est 2 fois la partie imaginaire. Bref, donc moins le complexe conjugué. Et ça fait quoi, ça? Eh bien... Vous voyez que ça s'en va. Il reste ce truc-là, là. Et donc, il reste en fait IH bar sur 2M. Facteur de... Alors, ce H bar s'en va. I fois moins I, ça fait 1. Je vais laisser I ici, pardon. Parce qu'avec le complexe conjugué, il ne faut pas que je le fasse disparaître avant, sinon je ne saurais plus quoi faire après. Donc tout ça, ça fait en fait... Tout ça, ça fait P sur H bar, 1 sur 2 pi H bar au cube, fois I en fait. Ça, c'est ça. Et moins son complexe conjugué, c'est bien 2, donc moins, je vais l'écrire le complexe conjugué, donc plus en fait, du coup, I. Ah. Hein? C'est complexe conjugué, il y aura aussi un moins. Donc c'est plus moins, il y aura le deuxième moins. Il y a un deuxième moins, merci. Sur H bar de pi H bar cube, le voilà. Ça, c'est lui, et ça, c'est l'autre. Et donc, moins I fois moins I fois I, ça fait 1. Le H bar s'en va avec celui-là. Donc là, il y a 2 fois, donc ça vire ce 2-là. Et qu'est-ce que vous trouvez là? Ça fait 1 sur M. En fait, ça fait P sur M de pi H bar cube, c'est-à-dire « 1 sur 2 pi H bar cube, c'est ρ. C'est la densité de probabilité, égale ρ. Je vais l'écrire ici. Donc, J égale ρ. P sur M. C'est pas magnifique, ça? J égale ρV, ça vous rappelle rien? Ah, mais dites pas non. Vous m'avez pas dit non, mais vous m'avez pas dit oui non plus. Alors, c'est ça qui me... J égale ρV. Oh!
Ouais. Que ce soit pour la masse ou pour la densité de courant électrique, J égale ρ V, la densité fois la vitesse. Quand il y a une vitesse, eh bien voilà, pour une onde plane, on retrouve que le P en question, si vous le divisez par M, ça donne la vitesse associée au courant de densité de probabilité. Ça, c'est la densité de probabilité, celle-là, ρ. Et donc, on retrouve J égale ρ V. C'est magnifique quand même. Donc, on a effectivement un courant de probabilité, comme si il y avait une densité de probabilité de présence de la particule, vraiment, qui est le module au carré de sa fonction d'onde. Tout va bien. Et là, donc, alors, on est d'accord que ce n'est qu'une fonction limite, c'est jamais un vrai état, mais enfin, on peut tendre aussi près qu'on veut. En tout cas, ce serait un état qui correspond à une valeur bien définie de P, donc de la vitesse P sur M, et ça correspond exactement à ce qu'on veut. C'est joli quand même. Allez, il nous reste un quart d'heure pour bien avancer ce qu'on va faire vendredi. Donc, grand 3, on va traiter l'exemple des potentiels constants par morceau. Donc, c'est ce que vous avez déjà vu dans des TD. On va faire une étude un peu générale des potentiels constants par morceau. Oups. Donc vous voyez, hein, quand on écrit le quai de P, cet état généralisé, on voit que ça correspond vraiment d'une façon très, disons, très suggestive à une particule de vitesse V, en fait, égale P sur M. D'accord ? Ok, alors grand 3, exemple, potentiel, alors on va se mettre à 1D maintenant, potentiel à 1D, constant par morceau. Alors, premièrement, commentaires généraux. Bon, alors évidemment, ce qu'on va faire là, ça va être des idéalisations de vraies situations physiques. Donc c'est une idéalisation de variations lentes du potentiel, c'est quasi constant, séparées par des variations brusques du potentiel. Donc par exemple, petit a, marche de potentiel. Donc typiquement, vous allez avoir une situation, si je vous représentais classiquement V de x en fonction de x, vous avez un truc comme ça. Vous avez une marche comme ça, alors en fait ça correspond à un potentiel qui varie brutalement ici, puis après qui varie assez peu. Voilà. D'accord? Donc vous modélisez une variation brusque de potentiel par une marche discontinue. Bon, c'est classique en physique, hein. C'est évidemment une idéalisation, mais enfin ça a du sens. Donc ça, c'est une marche, enfin, je sais pas, classiquement, ça correspond à quoi cette situation? Prenons le cas rouge ici.
vous savez que la force, et on a vu que ça se traduisait aussi comme ça dans les équations de la physique quantique, quand on prend les valeurs moyennes, la force associée à ce potentiel, c'est moins gradient de V, donc ici, ça va être moins dV sur dx, d'accord? J'ai qu'une seule dimension. Et donc, ici, quand le potentiel est constant, il n'y a pas de force, le gradient vaut 0. Et ici, sur la marche, ça correspond à une force qui se manifeste comme ça. D'accord? Hein? Le gradient de V est fortement positif ici. Et donc, vous avez une force qui vaut moins le gradient de V, qui est fortement négative par là. Donc cette marge de potentiel, ça correspond à une force qui se manifeste pendant un court instant, au passage sur une petite plage de distance, mais qui va être d'autant plus forte, cette force, que la marche est abrupte. Et donc, si vous avez classiquement une particule qui arrive ici, tranquillement, j'ai pas une autre couleur, ah si, j'ai une autre couleur, magnifique. Vous avez une particule qui arrive par là. Classiquement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va subir une force ici, et elle va se retrouver ralentie. Alors l'énergie se conserve. Si elle démarre avec une énergie qui est au-dessus de la marche ici, elle va garder son énergie. Par contre, ici, son énergie potentielle va augmenter, et donc son énergie cinétique va diminuer. Là, il y a son énergie cinétique, d'accord, le complément entre l'énergie potentielle et son énergie. Et là, son énergie cinétique, la voici. Donc elle a ralenti, manifestement, sa vitesse est plus petite, et on comprend bien pourquoi elle a ralenti, parce qu'il y a une force qui s'est exercée dans l'autre sens, et donc elle a perdu de l'énergie, d'accord, la force a travaillé négativement, lui a retiré de l'énergie. Bon, c'est standard. La particule se retrouve là avec une vitesse plus petite, une énergie plus petite, une énergie cinétique plus petite. Alors vous avez la situation exactement opposée. Vous avez au contraire une marge comme ceci. Et si vous avez une particule qui est ici, qui avance par là, eh bien elle a une petite énergie cinétique ici. Alors à nouveau, ça c'est la modélisation d'un potentiel qui décroît brutalement, mais à peu près brutalement. Et évidemment, l'énergie se conserve. Par conséquent, ici, l'énergie de la particule est plus grande. Et ce n'est pas pour nous surprendre, puisque si on regarde la force associée à ce potentiel ici, dV sur dx est négatif, V diminue, et donc moins dV sur dx est positif, et donc ça correspond à une force qui pousse par là. Donc lorsque la particule, ici la particule subit aucune force, la dérivée du potentiel est nulle, mais quand elle arrive là, elle se fait pousser vers la droite, donc évidemment, ça accroît son énergie cinétique, et elle se retrouve ici avec une énergie cinétique plus grande, ce qui est bien naturel. Ce que j'ai oublié de dire ici, c'est que si vous avez... Oui ? Si on modélise le potentiel par vraiment une variation brusque, la force est infinie. Elle est infinie, mais pendant sur un instant faible. C'est-à-dire que vous avez dp sur dt qui vaut f. En fait, vous allez avoir donc dp qui vaut f dt. Vous allez avoir f infini, mais dt qui va être infiniment, qui tend vers 0. D'accord. Donc en fait, il faut intégrer ça et vous pouvez calculer le delta p qui va être le delta de f dt, enfin qui va correspondre en fait au saut de potentiel. Enfin, ah oui, on peut s'en sortir, oui. Oh, par continuité, c'est-à-dire vous pouvez écrire le vrai truc, vous prenez une forme par exemple avec une pente fixe sur une largeur delta x, avec une pente qui vaut donc delta E sur delta x, et vous faites tendre ensuite delta x vers 0 et vous allez voir que ça fonctionne. Ok, alors, oui, ce que j'ai oublié de dire et qui est important ici, c'est que si vous avez une particule qui a moins d'énergie que ça, que la marche, que la hauteur de la marche, que se passe-t-il ? Si vous avez une particule qui a cette énergie-là,
Eh bien, il n'y a aucune chance qu'elle aille de ce côté-là. Parce qu'il faudrait qu'elle ait une énergie cinétique négative, ce qui est évidemment impossible. Donc, ce qui se passe, c'est tout simplement, si la particule arrive là, elle repart par là. Il y a une réflexion totale de la particule, normale. Elle subit une force qui est en fait donc dirigée par là, qui lui communique une quantité de mouvement supérieure à celle qu'elle a au départ. Donc voilà, elle rebondit, puis voilà. OK? Bien. Alors en physique quantique, il va y avoir une petite différence avec ça. On va le voir, enfin pas aujourd'hui du coup, mais je vais continuer un peu les modélisations. Il va y avoir une petite différence, c'est que vous pouvez avoir une énergie plus petite que la marge de potentiel et quand même avoir une petite probabilité de vous retrouver à l'intérieur de la marche. Alors ça va être, on verra, ça va être exponentiellement décroissant, la probabilité de se trouver là. Mais elle ne sera pas nulle parce qu'en fait, ok, il faudrait avoir normalement, pour être là, il faudrait avoir une énergie cinétique négative. Mais une énergie cinétique négative, après tout, c'est jamais qu'une vitesse imaginaire pure. D'accord? 1,5 de mv2. Si v est imaginaire pur, tout va bien. Donc c'est pas impossible. Si on ouvre, alors évidemment une valeur de la vitesse imaginaire, ça n'a pas de sens. La vitesse en tant que grandeur physique ne peut être mesurée que comme un nombre positif. C'est un opérateur auto-adjoint. Mais bon, on verra comment en fait il est possible d'avoir une partie de la fonction d'onde qui se trouve par là, et donc une petite probabilité de mesurer la particule dans une partie qui, classiquement, serait interdite. Enfin, on verra ça tranquillement, ne vous inquiétez pas. Et alors, je continue la modélisation. On va voir un puits de potentiel maintenant. Ah, pardon. Si, oui, si. Ouais. Ok, puits de potentiel. Donc là, c'est pareil. Simplement, vous avez un puits de potentiel. Voilà un puits de potentiel avec un potentiel constant par morceau. Évidemment, ceci ne fait que modéliser une situation de ce type-là. Où vous avez ici une force moins gradient de V qui est positive par là, et ici une force qui tire au contraire vers les X décroissants. Et donc, en fait, ça, c'est une situation où vous avez un puits de potentiel, c'est-à-dire, en fait, vous avez un potentiel qui tend à confiner la particule à l'intérieur du puits, puisque si elle cherche à aller par là, il y a une force qui la ramène, et si elle cherche à aller par là, il y a une force qui la ramène aussi. Hein, donc, une situation comme ça, c'est simplement une situation où les particules tendent à être confinées dans cette région-là. Alors, si leur énergie est supérieure, classiquement, à nouveau, si leur énergie est supérieure à la hauteur du puits ici, eh bien, ici, elles auront une petite énergie cinétique. Là, cette force-là va les accélérer, et puis ensuite, ça va les ralentir, mais elle pourra passer, évidemment, partout dans l'espace. Hein, elles vont être accélérées ici, ralenties là. L'énergie cinétique sera haute, sera grande ici, et petite là, mais qu'à cela ne tienne. Par contre, si vous avez une particule qui a une énergie plus basse que la partie hors du puits, si la particule a une énergie ici, elle va faire des allers-retours là-dedans, elle va arriver là, et la force va la ramener, puis là, et la particule va rester dans le puits, c'est tout à fait standard, d'accord? Alors on verra ce qu'il en est aussi en physique quantique. La particule ne pourra pas aller bien loin hors du puits, ça c'est sûr, mais on verra qu'elle peut mordre un petit peu sur les bords. De combien, on verra justement, mais enfin,
Enfin, il n'y a rien de très extraordinaire à ça. Alors, je vais maintenant poser l'équation de Schrödinger. Et on va voir les conséquences immédiates de cette équation. Alors, donc deuxièmement, équation de Schrödinger. Pour un potentiel constant. Alors, ce sera donc constant par morceau, hein, un bout là, un bout là. Et l'idée, ça va être qu'on va résoudre... Alors, je vous donne le programme. On va résoudre l'équation de Schrödinger avec un potentiel constant de façon générale, et ça c'est trivial. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est simplement raccorder des solutions dans la partie où c'est constant là, avec la solution où la partie est constant, enfin où c'est constant dans cette partie-là, puis la solution où c'est constant dans cette partie-là, et vous pouvez mettre autant de marches et de puits vous pouvez aussi mettre des barrières de potentiel comme ça. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire des potentiels constants par morceau comme vous voulez. La seule chose qu'il y aura à faire, une fois qu'on aura résolu l'équation dans le cas d'un potentiel constant, mais un potentiel constant, on l'a déjà fait en fait, c'est la particule libre. Parce que potentiel constant ou potentiel égal à 0, c'est pareil, tout ça est défini à une constante près. Hein, c'est juste le gradient du potentiel qui fait la force. Donc on l'a déjà fait, on va juste le réécrire. Une fois donc que vous avez résolu l'équation de Schrödinger pour un potentiel constant, il y aura juste à écrire la continuité de phi et de phi prime, sa dérivée, à chaque interface. Et puis, vous écrivez les conditions de raccordement, et puis vous avez résolu le problème. D'accord? Donc, conceptuellement, c'est extrêmement simple. On va écrire l'équation de Schrödinger pour un potentiel V égale V0. Alors, quelle est-elle, cette équation de Schrödinger? Donc, je vous rappelle qu'on a IH bar d psi sur dt égale H psi. Et donc, le H en question, c'est... Alors, je vais écrire ça comme ça. Avec H égale P2 sur 2M plus V0. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les solutions qui sont les états stationnaires, c'est-à-dire les vecteurs propres du Hamiltonien. Si je fais ça, si j'arrive à connaître les fonctions propres, les états propres du Hamiltonien, alors je vais avoir une base de vecteurs propres sur laquelle je vais pouvoir développer n'importe quel autre état. Et l'évolution d'un état quelconque sera la combinaison linéaire des évolutions de ces composantes sur les états propres. Donc il suffit de connaître les états propres du Hamiltonien. Si on arrive à faire ça, on a résolu tout le problème. Après, il y a juste à faire des combinaisons linéaires. Évidemment, on peut faire n'importe quelle combinaison linéaire. Donc, mais on aura tout ce qu'il faut pour traiter le problème. Alors, les états propres en question, est-ce que j'ai un petit A ou pas? J'en sais rien. Allez, petit A, état stationnaire. Donc, je cherche les vecteurs propres associés de H, hein, bien sûr. Associé à la valeur propre E. Et je vais noter ça, je ne sais pas, psi E comme ça. Psi E. D'accord? Et donc, par définition, j'ai H psi E qui vaut E psi E. D'accord? Et comme H, c'est I H bar D sur dt, je vais avoir... Alors, si maintenant je fais si je fais X, j'applique le bras X à ça, je vais avoir ça, X psi E. Et donc, ça me donne alors, I D sur dt de psi de X et de T qui vaut E psi de X et de T. Alors, psi indice E, pardon, de X et de T. Et il manque le H bar. Et ça me permet d'écrire que psi E de X et de T
Bah l'intégration pour le temps, c'est trivial, ça me donne ce qu'on a déjà écrit, hein, ça me donne e puissance moins i e sur h bar t, et puis il y a une constante, enfin, multipliée par une fonction quelconque qui ne dépend pas du temps. Donc je vais la noter phi indice e de x, e puissance moins i e t sur h bar. Voilà. Donc voilà l'écriture générale d'une fonction propre du Hamiltonien pour la valeur propre E. Elle s'écrit comme ça. La question maintenant, c'est que vaut phi de x? Donc la partie temporelle, elle est triviale, c'est une fonction propre. Donc c'est juste une phase qui évolue avec une pulsation oméga égale E sur h bar, hein, E égale h bar oméga, d'accord? Ou E égale h nu, c'est pareil. Maintenant, la partie spatiale, eh bien, la voilà. La partie spatiale, il suffit que j'écrive maintenant H qui vaut P2 sur 2M plus V. Donc, vous voyez que par construction, la partie spatiale est séparée de la partie temporelle. Enfin, c'est pas par construction, c'est parce que c'est une fonction propre. Donc, ça s'écrit comme ça. Il suffit de résoudre comme on l'a fait. Et donc, on a maintenant H. Donc, on a X H psi E qui vaut donc X P2 sur 2M psi E plus X V de X psi E. Et donc ça fait... Alors ça, par définition, ça fait E psi E de X et de T. D'accord? Puisque c'est une fonction propre à valeur propre E. Et ça fait... alors on retrouve, hein, en représentation X ici, ça fait moins H bar carré sur 2M psi E de X et de T. Plus... merci, D2 sur dx2. Bien sûr, voilà. Ce serait le Laplacien si on était à 3D. Hein. Plus, eh bien ça, c'est simplement V. Alors V de x, mais V de x, on a dit que c'était V0, notre V, dans une partie où V vaut V0. Psi E de x et de t. Et donc, si j'écris que ça, c'est en fait phi E fois E puissance moins IET sur H bar. Ça aussi, ça va être du coup phi E seconde de x, enfin D de phi E sur dx2, D2 sur dx2, fois E puissance moins IET sur H bar. Et puis ça, pareil, c'est phi E de x, E puissance moins IET sur H bar. Et donc j'obtiens finalement ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger indépendante du temps. J'obtiens, alors là j'ai E, donc je vais écrire en fait, oui j'ai le V0 là. J'ai donc D2 phi E de x sur dx2. Alors je l'ai mis de l'autre côté, plus 2m E moins V0 sur H bar carré phi E de x égale 0. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger Alors on dit qu'elle est indépendante du temps parce qu'il n'y a plus le temps là, simplement on a viré la partie temporelle. Donc c'est une façon de parler, l'équation de Schrödinger est dépendante du temps, elle décrit comment ça varie dans le temps. Mais si on a une fonction propre, alors on élimine la partie temporelle qui est triviale, et il nous reste une équation simplement sur la partie spatiale, phi de x, que voilà. Et donc ça, c'est très simple, hein. Il y a 3 cas, et je m'arrête. Soit ça, c'est positif,
soit c'est négatif, soit c'est nul. D'accord? Donc, si 2me moins v0 sur h bar carré est strictement positif, alors on pose k égale racine de 2me moins v0 sur h bar, et alors l'équation s'écrit phi seconde de x plus k2 phi de x égale 0. Alors ça, les solutions, vous les connaissez, hein. C'est phi e de x égale a e puissance ikx plus b e puissance moins ikx. C'est la solution générale, hein. N'importe quelle fonction comme ça est solution et aucune autre ne l'est. Toutes les solutions sont ces fonctions-là avec a et b quelconques dans C. Donc ça y est, on a toutes les solutions possibles, les voilà. Et ça correspond effectivement à des ondes planes, parce que, enfin, celle-ci correspond à une onde plane se propageant vers la droite, et celle-ci une onde plane se propageant vers la gauche. Pourquoi? Bah, simplement parce que si maintenant je rajoute la partie temporelle, bah, ça me fait psi e de x et t, qui est donc phi e de x et t fois e puissance moins e iit sur h bar. Eh bien, alors je vais même écrire que c'est phi e de x e puissance moins i oméga t avec e égale h bar oméga. Et donc vous voyez ici que simplement on a psi e de x et de t qui vaut, eh bien, grand A e puissance i kx moins oméga t plus grand B e puissance moins i kx plus oméga t. Et là, vous reconnaissez sans problème une onde plane se propageant vers les x positifs avec une vitesse oméga sur k, d'accord, qui n'est rien d'autre que P sur M en l'occurrence. Hein. Je vous rappelle que K, c'est P sur H bar, avec P qui vaut, bon bref, K il est là. Bon bref, ok, d'accord. Donc ça va vers les X croissants. Et ça, c'est une onde qui va dans l'autre sens, d'accord, vers les X décroissants. Donc en fait, la solution générale, c'est une onde qui va par là, plus une onde qui va par là. Alors suivant les amplitudes, ça peut faire des ondes stationnaires, il peut y avoir que des ondes par là, que une onde par là, ou bien un bout par là, enfin un peu de tout, enfin ça peut faire ce qu'on veut, toutes les combinaisons de ce truc. Je suis surpris que vous ne m'ayez pas encore arrêté. Vous n'avez pas cours après? D'accord. Donc je m'arrête ou je continue? Voilà. J'ai entendu continue. Ah bon. Bon, ok. On continuera un vendredi. On fera la partie... vous faites-le, hein, si c'est négatif ou si c'est nul. Et puis... Allez, à vendredi. Donc à 9h vendredi. Hein. Yes.